Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On va démarrer ce premier panel sur les rencontres du digital avec la thématique connecter les territoires du commerce international, le guichet unique comme catalyseur de l'écosystème du commerce extérieur intelligent. Mais avant cela, on va respecter l'hymne national et on se retrouve juste après. Merci, effectivement, on peut applaudir. Merci à vous. Donc on va démarrer sans plus tarder ces rencontres du digital autour, je l'ai rappelé précédemment, le thème connecter les territoires au commerce international, le guichet unique comme catalyseur de l'écosystème du commerce extérieur intelligent. Et je vais demander à Youssef Houzi de venir me rejoindre sous vos applaudissements à la tribune, directeur général de Portnet SA, à M. Redouane Boulaïch qui lui est directeur central de l'organisation du système d'information Tangimet Port Authority. Applaudissements également, s'il vous plaît. Monsieur Ahmed Ben Haddou, directeur général de Maroc Free and Board. Javier Mendes, qui nous vient de Barcelone, d'ailleurs, qui était sacré champion d'Espagne, qui lui est SSS Bulk Management au port de Barcelone, spécialisé dans la logistique. Et monsieur Xavier Personic, qui lui est consultant supply chain, expert Go to Africa. On va peut-être démarrer. Youssef Houzi, peut-être vous avez le micro qui est près de vous sur la thématique connecter les territoires au commerce international, le guichet unique comme catalyseur de l'écosystème du commerce extérieur intelligent. Un petit tour de piste, comme on dit, et ensuite on rentrera dans le détail. Mais déjà, en réaction à la thématique. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. On est vraiment ravis aujourd'hui d'être parmi vous aujourd'hui au salon de Logismet, dans cette nouvelle édition des rencontres digitales. C'est une thématique vraiment très importante. Comment, en fait, permettre à nos territoires d'arriver aux marchés internationaux. Nous, au niveau du guichet unique, Portnet, depuis plusieurs années, comme vous le savez, nous œuvrons de façon vraiment quotidienne pour faciliter et simplifier les procédures à nos opérateurs économiques. Comme vous le savez, c'est pas uniquement simplifier une formalité, c'est également donner du temps, rendre de la compétitivité, faciliter le travail pour nos opérateurs économiques. Et pour nous, le travail est inachevé parce qu'on voit qu'il y a vraiment un grand potentiel au niveau de nos territoires, au niveau de nos régions, notamment au niveau de l'export, et qui est inexploité. Même si un travail a été fait pour simplifier à ces opérateurs l'accès à l'information et aux procédures à travers le guichet unique, à travers le travail qui a été fait, mais ce n'est pas suffisant pour une simple raison qu'il faut également accompagner ces opérateurs. À l'import, il faut simplifier, mais à l'export, il faut accompagner ces opérateurs-là pour arriver au marché et pour exploiter le potentiel que nous avons de produits et de services exportables. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que la priorité, Youssef Houzi, avant de poursuivre, c'est vous diriger vers les acteurs qui sont tournés vers le marché international, vers les marchés extérieurs et qui viennent de territoires. Je rappelle qu'on a 12 régions au Maroc. Ça veut dire que quel que soit le territoire aujourd'hui, il y a de l'information disponible, mais prioritairement pour les exportateurs? En fait, l'objectif, c'est exactement ça, c'est de pouvoir, de rendre l'export accessible à nos opérateurs économiques, quelle que soit leur taille et quels que soient les produits qu'ils produisent. Donc, il faudrait qu'on arrive à
à faciliter et simplifier l'accès des opérateurs dans les différents territoires aux marchés internationaux. Donc il faut les accompagner pour exporter plus et qualifier leurs produits pour qu'ils soient vraiment exportables. On reviendra effectivement sur ce sujet-là. Si Erdogan Boulaye, je rappelle, directeur central, organisation système d'information, Tanger Med Port Authority, sur ces enjeux de digitalisation, d'accès à l'information, développement des territoires. Il y a effectivement, on peut citer comme exemple ce qui s'est fait depuis des années, ce qui se fait au niveau du port Tanger Med. Aujourd'hui, il y a un enjeu territorialisé. Est-ce que ce modèle-là, selon vous, il est modélisable ? Merci pour l'organisation de cet événement, merci pour la question. Je vais commencer par une conviction simple, voire évidente, c'est qu'un port ne se mesure pas seulement par son infrastructure, par ses moyens de manutention, par son tirant d'eau, mais également par sa digitalisation et la qualité de son système d'information. Et ce qui est valable pour un port, il est valable pour un territoire. Si je reviens à l'expérience de Tanger Med, nous avons commencé depuis 2007 la mise en place du Port Community System. Et l'objectif, il était modeste. C'est de transformer des documents papier en documents numériques. Après 20 ans de mise en opération, aujourd'hui, le Port Community System devient le système nerveux du complexe portuaire. Donc quotidiennement, il y a des milliers de transactions qui sont orchestrées entre l'autorité portuaire, les opérateurs de terminaux, la douane, les organismes de contrôle, les importateurs, les exportateurs. Et pour illustrer ce cheminement, quelques chiffres. Tanger Med, il a traité en 2025 11,1 millions de conteneurs, 535 000 camions, 16 600 escales, 161 millions de tonnes de marchandises, 3,2 millions de passagers, 1300 mégaporte-conteneurs de plus que 290 mètres. Sans interruption de service, et ça n'aurait plus être fait sans avoir une infrastructure digitale industrielle. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est pas la mesure de la performance portuaire, mais c'est la mesure de la connectivité territoriale. Parce qu'un conteneur qui arrive, ou un camion de tir qui arrive à Tanger Med, ne commence pas son parcours à partir de la porte du port. Donc ça commence à partir de Casablanca, d'Agadir, des zones d'accélération industrielle, des zones de production agroalimentaire à Berkane, à Souss-Messa. Et dans chaque étape, il y a un document, il y a un acteur, il y a une formalité. Et si la plateforme guichet unique se limite au niveau du port, on ne peut pas parler d'une performance portuaire qui se transforme en compétitivité territoriale. Et c'est exactement ce saut qualitatif qu'on est en train de mener aujourd'hui avec Portnet, c'est de transformer une plateforme portuaire en plateforme logistique nationale. Qu'est-ce que ça veut dire pour les acteurs territoriaux, pour les territoires? C'est qu'aujourd'hui, une entreprise exportatrice de fraises à l'arrache, un producteur d'huile d'olive à Meknes, un producteur industriel à Kilitra, elles accèdent à partir de leur bureau, de leur ville, de leur région, au même niveau de service qu'une grande société à Casablanca. C'est ce qu'on appelle la démocratisation du commerce extérieur. Et c'est exactement la philosophie de la feuille de route du commerce extérieur 2025-2027. C'est qu'on parle de la création de 400 exportateurs par an. Ce ne sont pas nécessairement de grands groupes, mais c'est des PME territoriaux qui se transforment grâce à la digitalisation, grâce au concept de single only principal, c'est la signature internationale d'une plateforme telle que Portnet, en entreprise exportatrice. Est-ce que ça veut dire, si j'ai bien saisi, parce que peut-être je n'ai pas forcément bien compris, Mme Boulaye, que vous êtes en train d'avancer aujourd'hui sur un partenariat resserré entre la plateforme aujourd'hui technologique qui est en place et qui est effective au niveau de Tanger Med avec Portnet? C'est exactement le cas, Donc sur pas mal de... donc il y a un partenariat très large qui est en train de se confectionner avec Portnet. Les jours qui viennent, il y aura des annonces par rapport à ce sujet.
mais également, donc, on est en train d'aligner les process, les procédures portuaires avec les procédures qui sont propres et spécifiques à la place portuaire, avec les procédures qui sont transverses, qui sont régaliennes, qui émanent du contrôle et émanent des organismes qui gèrent le commerce extérieur. Tout ça au niveau des standards internationaux, c'est ça en fait? C'est exactement. Parce que je sais que c'est l'exigence au niveau du port Tangebet. Si Ahmed Ben Haddou, justement, un acteur économique, DG Maroc Freight on board, par rapport à ces enjeux de connecter tous les territoires, je rappelle que le dernier discours, la dernière intervention d'ailleurs de la autorité de l'État, c'est une mise à niveau accélérée de l'ensemble des territoires avec un enjeu également de connectivité et une fenêtre ouverte sur les marchés extérieurs. Vous, en tant qu'acteur économique par rapport à cette thématique-là, et puis ce qui a pu être dit précédemment sur renforcer une plateforme globale en fait pour fluidifier l'accès à l'information, le partage pour plus d'efficacité. Merci, c'est Rachid. Merci, Logismed, pour l'invitation. Moi, je pense que le développement territorial et la connexion au marché sont profondément liés. Parce que on peut avoir un territoire productif, agricole par exemple, avec une production locale de qualité, des producteurs engagés et un vrai savoir-faire. Mais si ce territoire n'est pas connecté au marché, la valeur créée est limitée. Donc la collection logistique dans sa dimension la plus large, c'est ce qui va nous permettre de créer, de transformer cette production et ce savoir-faire local en vraie valeur économique et durable. Les marchés aujourd'hui internationaux pour le Maroc sont de plus en plus exigeants en matière de traçabilité, de qualité, de délai. Ces éléments sont autant plus critiques pour des produits périssables comme les fruits et légumes et l'industrie du poisson parce qu'ils font partie intégrante de l'offre aux produits. Donc pour moi, le développement du territoire passe forcément par une nouvelle vision. C'est qu'il ne nous suffit plus de mieux produire, mais il faut aussi mieux connecter parce qu'un territoire compétitif est un territoire qui est aujourd'hui capable de maîtriser toute sa supply chain depuis la production jusqu'au client final. Donc voilà. Donc, est-ce que ça veut dire, c'est intéressant, Ben Haddou, est-ce que ça veut dire qu'il faut arriver très vite aussi à un niveau uniforme d'infrastructures numériques, digitales, d'accès 5G pour pouvoir effectivement avoir des territoires et l'ensemble des territoires connectés et de manière à avoir une visibilité sur les opportunités au niveau des marchés extérieurs? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà de la performance métier, un territoire aujourd'hui qui est aussi à vocation export est un territoire qui doit être visible d'abord et il doit être piloté par la data. Donc forcément, on est amené à un certain moment à communiquer avec l'extérieur et plus on donne le moyen à nos partenaires étrangers, etc., d'accès à l'information en temps réel. Et moi, maintenant, je ne peux que féliciter cette nouvelle initiative dont on serait les premiers à en bénéficier parce que c'était, pour dire les choses, une aberration d'avoir dans le même territoire, dans le même pays, deux systèmes. Aujourd'hui, c'est une excellente chose et je pense que ça va nous donner encore moyen, il y a des choses à faire aussi pour intégrer l'autre écosystème. Peut-être on reviendra sur ça parce que la supply chain export, c'est pas uniquement les infrastructures portuaires. Donc nous avons d'autres acteurs qu'il faudrait aussi encourager, intégrer cet écosystème global pour que réellement cet avantage digital puisse être un vrai atout de compétitivité de l'offre marocaine. Quand vous dites ça, avant de donner la parole à Javier Mendes et Xavier Personic, c'est quoi? C'est agréger beaucoup plus d'acteurs du même secteur d'activité pour pouvoir mutualiser, optimiser? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un des grands défis, on ne va pas rentrer dans le détail, mais un des grands défis dont souffre l'Afrique de façon générale et le Maroc aussi, c'est cette fragmentation économique. Parce qu'un producteur isolé ou une PME qui est coupée de ses marchés
avec une logistique discontinue, ne pourra jamais créer la valeur qu'il faut. Donc je pense, juste à titre d'exemple, un producteur qui a intégré un groupement comme Maroc Foodboard va avoir accès à des standards et des réseaux qui lui seraient juste inaccessibles seuls. Donc c'est encourager les entreprises à collaborer, à travailler dans un écosystème beaucoup plus large pour partager, et quelque chose qui est à mon sens critique pour vraiment tirer profit de tout le potentiel territorial. Et effectivement, on reviendra sur ce point et cet aspect-là. Javier Mendes, qui nous vient tout droit de Barcelone, monsieur logistique du port de Barcelone, sur les enjeux de connexion, de connectivité, et peut-être le retour d'expérience d'ailleurs du port de Barcelone dans sa dynamique globale et sa dynamique d'ensemble. Oui, bonjour. Mon français non est très bon, alors j'ai continué en anglais. Merci à Logismed pour l'invitation. Alors, for us, the single window is something really, really important. For us, it's not, I mean, it's another infrastructure. Just as we have peers, we have keys, births. The single window for us is just another infrastructure, but it's not obviously physical, it's digital, right? And it has a very simple job or task, is make information go faster than the ship or than the truck. So for example, when a ship arrives to the port of Barcelona, all actors, terminals, freight forwarders, agents, customs, everyone, border inspection points, everyone has already the information, so they have all the procedures and all the information. So when the cargo arrives, in just within 3 minutes, they can release, dispatch and release the cargo. This is super important, especially nowadays. From the port, we serve like the textile, the fashion, the automotive industry. They rely on very just-in-time logistics. Also, the fresh market, for example, we receive from Morocco, the fresh produce that's going to central market, so the south of France, to Perpignan, for example. So it's really, really important to have this digital infrastructure that allows all actors, all stakeholders have transparency and quick and fast and reliable communications. The challenge, though, is not the technology itself, but is the general consensus and the general usage of the platform, right? So yeah, that's the main challenge, I would say. But for sure, it's something that is not optional. It's not nice thing to have anymore, but it's for sure it's a must for nowadays logistics. Merci, thank you. Xavier Personi, peut-être si vous avez, voilà, il a son micro. Lui, vous avez une connaissance parfaite et une expertise de l'Afrique. Le Maroc est sur son continent, qui est l'Afrique. On parle des enjeux effectivement d'intégration au travers du digital, de la numérisation. Mais est-ce qu'il y a un enjeu, selon vous, et un défi sur l'intégration en fait des territoires, mais dans un territoire beaucoup plus large et beaucoup plus global, qui est celui de l'Afrique? Oui, donc il y a deux éléments dans votre question, la partie continent Afrique et la partie connectivité régionale. Donc à côté de mon métier de consultant, je suis également professeur en supply chain, donc je vais répondre à la question de manière un peu académique, en commençant par le continent Afrique, dire quelques mots à propos du continent Afrique, où il faut rester toujours très humble et être, en tout cas pour la partie subsaharienne, savoir trouver le bon équilibre entre un afro-optimisme un petit peu excessif quelquefois et un Africa-bashing qui est également excessif. Donc il y a un chemin il y a des opportunités, un chemin de crête à trouver. Ne pas oublier, j'ai lancé une présentation normalement pour une carte. On pourra peut-être tout faire autour d'une carte. Voilà. La carte va apparaître. Voilà. Ne jamais oublier la taille de l'Afrique. Aujourd'hui, ce sont à l'échelle les réelles surfaces des pays que vous voyez apparaître qui représentent l'Afrique. Et vous rappelez que la distance entre le Caire et le Cap, c'est la même distance qu'entre Paris et Shanghai.
le PIB global avec l'informal business de l'ensemble des 54 pays africains représente celui de l'Inde. En 2050, 25% de la population mondiale sera en Afrique. L'âge médian au niveau de l'Afrique, c'est 18 ans. Aujourd'hui, c'est 18 ans. Hein, c'est 41 ans en Europe. Hein, c'est 35 ans en Chine. Hein. Et enfin, il y a un enjeu qu'on avait vu hier dans un panel. Monsieur Éric Véron insistait sur le fait qu'il y a ce qu'on appelle en Afrique une floating class, qui est entre la classe moyenne et malheureusement la classe pauvre, très liée au business informel, qui doit absolument monter dans la classe moyenne, et c'est ça qui fera le décollage et qui fera le décollage. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, on peut quand même donner quatre grandes zones. Alors j'ai ça, 18 ans, voilà. Il y a 4 grandes zones qu'on peut regarder. La première, à gauche, on a donc et dans chacune de ces 4 grandes zones, il y a une des 4 premières économies africaines. Donc la première zone, c'est le cordon atlantique, hein, avec l'Afrique centrale à gauche, là, qui va globalement du Maroc jusqu'à l'Angola, avec le Nigeria, qui est la deuxième économie africaine. Après, il y a l'Afrique australe, avec son point focal, l'Afrique du Sud, qui reste la première économie d'Afrique. Après, vous avez l'Afrique de l'Est, avec l'Éthiopie, qui est la 4e économie. Hein, L'Éthiopie, plus de 100 millions d'habitants. Hein, Nigeria, 250 millions à peu près aujourd'hui. Et enfin, le cordon méditerranéen, avec l'Éthiopie, hein, 4e... l'Égypte, pardon, 4e économie... 4e économie, et le Maroc qui est parmi les économies, bien sûr, les plus dynamiques à l'heure actuelle. Donc ça, c'était pour la partie continent Afrique très rapidement. Sur la connectivité régionale, on est un peu sur le sujet de la traditionnelle question qui était là avant, la poule ou l'œuf. C'est-à-dire, est-ce que c'est la connectivité physique et la connectivité digitale, en particulier pour les barrières non tarifaires, qui va faire une économie régionale circulante, ou est-ce qu'il faut d'abord un marché économique pour financer en particulier cette connectivité, avec la promesse en particulier de la ZLECAf. Et on reviendra peut-être plus tard sur la ZLECAf. Mais le sujet, du coup, c'est de déclencher un cercle vertueux, hein, qui va permettre, à travers ce cercle, à la fois d'avoir de l'investissement et des infrastructures, d'augmenter la productivité, de booster, et c'est ça la clé, le trade, le commerce intra-africain. Alors, comme on est à Logismed, je vais répondre du coup à la question en me concentrant sur le cordon atlantique. Hein. Pour faire un écosystème, on va prendre l'exemple du cordon atlantique, il faut 4 choses, hein, des ports et des aéroports performants, hein, donc pas de congestion, des services de compagnie maritime et portuaires qui ont de la fréquence, et qui sont fiables, qui sont capables pour le maritime de faire du complet, mais aussi du groupage. Et ça, je dirais globalement, sur l'Afrique, on est OK. Il y a eu depuis, en particulier avec les développements des PPP, il y a eu du super boulot de fait, et j'aurai quelques images, si on a du temps à vous montrer, mais on dirait qu'on y est. Ensuite, il faut des zones logistiques avec des entrepôts et des centres de distribution de classe mondiale, hein, ce qu'on appelle la classe A. Alors là, c'est hétérogène. C'est hétérogène, mais on peut dire qu'au moins, chez les grands candidats à devenir des hubs régionaux, eh bien, on y est. Là, Tanger, MedHub, eh bien, on y est. Là, quand on regarde la qualité des entrepôts. Et puis demain, on espère bien avec Dakhla, hein, qu'on va avoir la même puissance, puisque Dakhla va nous rapprocher encore de ce cordon atlantique. Et on peut citer, je reviendrai dessus, Abidjan et Lekki, par exemple. Troisièmement, il faut du transport terrestre performant, avec, si possible, même de la messagerie qu'on peut rêver. Alors là, en Afrique subsaharienne, en tout cas, si on enlève l'Afrique du Sud, là, on n'y est pas trop. Quelques chiffres rapidement. Hein. En Afrique du Sud, vous avez environ 10 km de routes bitumées par habitant. Au Maroc, je n'ai pas regardé exactement, mais je pense qu'on doit être aux alentours de 5 km de routes bitumées par habitant. Au Bénin ou des pays de ce type-là, on est à 500 mètres de routes bitumées par habitant. Et là-dedans, je mets des majorités de corridors, donc des lignes qui permettent de rentrer depuis les ports à l'intérieur du territoire. Et peu de transversalité. Et encore, sur ces corridors, si on parle de connectivité, il y a un sujet, les offres sont multiples. Chaque pays
un Dakar ou un Abidjan va quasiment vendre les mêmes corridors pour rentrer dans les pays enclavés. 16 pays enclavés sur 54 pays en Afrique. Et là, plutôt que se spécialiser, il y a de la concurrence et du coup, ça limite cette offre multiple, freine cette connectivité. Et enfin, la connectivité digitale, en particulier pour les barrières non tarifaires. Je pense que Portnet reviendra sur le sujet de la GTI, la Guided Trade Initiative, que je laisserai développer. Mais je voulais mettre un mot sur une initiative très récente du PAPSS, Pan African Payment and Settlement System, qui est un paiement lancé en monnaie locale entre pays africains sans passer par une devise étrangère. C'est un point clé, ça aussi. Et ça, la digitalisation est un point important là-dessus. Et je finirai pour l'intégration régionale en disant qu'il y a deux grandes solutions pour faire ce commerce régional africain, toujours rester avec le zoom sur le cordon atlantique. L'implantation de production à valeur ajoutée à vocation d'export régional Afrique. Je ne parle pas ici de nearshoring Chine pour venir vers l'Europe, par exemple. On est vraiment sur du trade panafricain, où là, il faut des champions régionaux. Parce que le problème, je vous prends l'exemple en Côte d'Ivoire de la fève de cacao. Vous pouvez faire des usines de transformation de chocolat, ça commence à arriver, mais sur le marché domestique, il ne va pas avaler ça. Donc si vous n'avez pas le marché régional, il faut le marché régional. Et puis, ça c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de mutualiser des stocks régionaux dans des hubs régionaux. Donc c'est des rôles de hubs régionaux, comme EdHub sur le cordon atlantique, et bientôt, on espère, Dakhla. Et ça, c'est sur la base de transit time sur le cordon Afrique. Et puis avec avec Dakhla, on espère de plus en plus de lead time terrestres qui vont devenir très intéressants. Un mot puisque je suis là un peu pour donner une image à Casablanca panafricaine, il y a d'autres candidats. Il y a Medop qui est extraordinaire, mais il y a d'autres. Abidjan, même s'il n'y a pas eu un plan stratégique comme au Maroc, et il y a uniquement, par exemple, des zones sous-douanes au niveau logistique, et puis les zones d'économie spéciale sont plus éloignées, moins intégrées. Mais Abidjan, trivialement parlant, ne reste pas les mains dans les poches. Et puis on peut parler de Lekki aussi au Nigeria. Je vous rappelle à Lekki au Nigeria, donc pas à côté de Lagos, là, plus Tinkan et à Papa, mais à Lagos. Donc il y a des vrais résultats depuis 6 mois. Et là, le modèle est vraiment sur le modèle MEDUP, c'est-à-dire une zone franche logistique connectée à des zones d'économie spéciale pour du Made in Africa. Et là, il y a et l'intérêt pour eux, c'est qu'ils ont la CEDEAO aujourd'hui. Vraiment, Maroc pas dans la CEDEAO, il y a quand même le Nigeria, cette zone CEDEAO qui peut être intéressée en intra-régional, donc le Nigeria y est. Et puis bien sûr la ZLECA demain. Il y a d'autres candidats, je ne voudrais froisser personne dans la salle, s'il y a des Camerounais ou des Sénégalais par exemple parmi nous, il y a Kribi, il y a Dakar, il y a Lomé, Accra. Si vous voulez, après la conférence, je pourrais revenir là-dessus, mais pour moi, ce sont des candidats moins pertinents que les MEDUB, Abidjan, et Lekki pour la partie cordon atlantique. Voilà. Merci. Xavier, revenir avec vous, Youssef Haouzi, DG de Portnet SA, par rapport à ce que nous disait précédemment Rouane Bouleish et Ahmed Ben Haddou aussi, se dire, est-ce que pour vous, au niveau du guichet unique, l'enjeu c'est d'aller vite, d'accélérer sur la disponibilité de la data sur l'ensemble des territoires, ou de privilégier les territoires qui sont déjà où il y a déjà de la richesse, où il y a de la productivité, et qui sont déjà, parce qu'on a des régions qui sont plus mondialisées et ouvertes sur le monde extérieur et sur le marché extérieur que d'autres. Merci beaucoup. En fait, les deux. Il faut qu'on arrive en fait à démocratiser en fait l'accès à ces ressources, en fait, notamment les ressources numériques et digitales. En fait, le travail, déjà, la première chose, c'est un peu comme a dit, c'est de travailler sur les écosystèmes, un peu connecter un peu les écosystèmes, avec tout ce qu'on est en train de faire avec c'est-à-dire différents partenaires, notamment GMED, l'AMP et les autres partenaires à travers ces initiatives pour consolider en fait on va dire ces outils numériques et digitaux au service du commerce extérieur, c'est notamment de créer on va dire une base solide pour permettre en fait
d'agrandir, d'élargir en fait le cercle à d'autres écosystèmes qui vont permettre aux opérateurs économiques d'être plus intégrés avec des opérateurs à l'international et permettre cette intégration avec l'Europe, mais également avec l'Afrique. Est-ce que ça veut dire, Youssef Haouzi, excusez-moi de vous interrompre, en fait, c'est aller vers une meilleure interconnexion avec des marchés naturels, commerciaux, qui sont d'abord les marchés européens, se dire, on s'appuie d'abord sur l'existant, on agrège vis-à-vis de... C'est ça, Bien en fait sûr. En fait, l'objectif, c'est de servir en fait nos opérateurs économiques, de servir nos opérateurs économiques. Et pour les servir, il faut déjà servir avec c'est-à-dire les marchés qu'on a actuellement, donc européens, mais également de voir l'avenir qui est l'Afrique. Comme l'a dit notre expert, en fait, l'Afrique est le grand marché que tout le monde convoite, et je pense que le Maroc a une longueur d'avance par rapport à cela. Donc l'objectif, c'est déjà de construire ce socle-là qui va nous permettre en fait au Maroc d'avoir une assise, une plateforme digitale qui va en fait servir d'une façon, on va dire, harmonieuse entre les différents acteurs, les différentes parties prenantes. Ça va démocratiser l'accès aux opérateurs dans tous les territoires. Donc ceux qui sont déjà des territoires qui vont, on va dire, compétitifs, donc on va dire historiquement, Tanger, Casablanca, Agadir, vont en bénéficier parce que ça va permettre en fait une intégration un peu plus complète avec les écosystèmes qu'ils convoitent. Mais également, ça va permettre aux autres territoires de bénéficier de ces avancées et c'est-à-dire de démocratiser l'accès au commerce extérieur, aux marchés internationaux de ces opérateurs. Est-ce que ça peut faire l'objet, ou est-ce que ça doit faire l'objet, Youssef Haouzi, d'un partenariat et d'un pacte public-privé? Parce que dans ce que vous dites, effectivement, il y a des acteurs publics, mais il y a nécessairement aussi des acteurs privés, accès à l'information, visibilité sur les marchés extérieurs, et donc du coup, surmonter ou en tout cas réduire ce gap en matière de coût, du coût du transport et du coût de la logistique. En fait, tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, en fait, il a été déjà acté dans le pacte du commerce extérieur 2025-2027. Une des des axes sur lesquels ce pacte-là a été signé, c'est également cette question de digitalisation. Donc pour moi et pour c'est-à-dire ce pacte-là est très ambitieux par rapport à c'est-à-dire surtout sur le volet export. Donc ce pacte-là existe. Maintenant, il faut l'opérationnaliser et ça va permettre en fait aux opérateurs d'accéder encore d'une façon plus légitime, plus simple, plus facile à tous c'est-à-dire les avancées qui ont été réalisées à travers les discussions avec l'ensemble des parties prenantes. Oui, pardon, Rachid, juste si vous permettez, juste pour un éclairage vis-à-vis de ceux qui nous écoutent et les écoutent attentivement, ça veut dire que la locomotive sera les pouvoirs publics et on fait monter progressivement les acteurs du privé dans cette dynamique globale. Est-ce que c'est ça, Youssef Haouzi? Bien sûr, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, c'est une plateforme au service des opérateurs économiques. Tout ça a été fait pour les opérateurs économiques. L'État et l'administration ont travaillé d'une façon vraiment concertée pour simplifier à l'opérateur économique l'accès au commerce international. Donc, c'est pas fait pour l'État, mais c'est fait pour les opérateurs économiques pour rendre plus compétitifs leurs opérations. C'est mieux qu'on s'est dit parce que c'est pas forcément clair dans tous les esprits. Oui, allez-y. Je pense que Youssef est trop modeste pour Portnet, hein, parce que dans le cadre de la ZLECLAF, je parlais de la Guided Trade Initiative et l'Africa Trade. Vous êtes super moteur là-dessus, donc je laisse Youssef développer parce que vraiment, ça serait dommage de rater. Et on y reviendra parce qu'en fait, effectivement, déjà le moteur marocain, il est déjà important pour pouvoir être sur une autre forme de motorisation sur le continent africain. Alors, je voulais juste vous faire réagir, parce que c'est toujours intéressant, Redouane Boulaïch, par rapport à ce que vient de développer Youssef Haouzi, sur tous les enjeux aujourd'hui, se dire effectivement le rôle et l'impact de Tangemed, on ne va pas y revenir en matière de ruissellement et de dynamique économique sur le territoire. Tanger-Tétouan, parce qu'on peut parler de l'ensemble de la région. Maintenant, la question, c'est de se dire, voilà, cette data que vous allez mutualiser avec Portnet, est-ce qui va être fluidifiée, qui va être disponible, est-ce qu'elle est aussi, doit être prioritairement, entre guillemets, destinée aux territoires économiques qui sont déjà extrêmement dynamiques, parce que je rappelle qu'on a un paysage où on a une concentration de la richesse et de la production de richesse. Est-ce que vous avez, vous, un avis
et un point de vue là-dessus. Oui, effectivement. Donc, on parle souvent d'intelligence, mais l'intelligence n'est pas uniquement des algorithmes. C'est vraiment c'est la data qui les nourrit. Et on ne peut pas parler d'intelligence économique si on n'a pas travaillé sur la donnée, si on n'a pas structuré, si on n'a pas nettoyé, si on n'a pas rendu interopérable et la démocratiser l'accès à cette donnée. Et c'est aujourd'hui le travail qu'on est en train de mener avec Portnet pour pouvoir instaurer des mécanismes d'intelligence économique au profit de l'ensemble des opérateurs marocains. Je reviendrai à cette question, mais d'abord, on parle d'interconnexion, de connectivité panafricaine, mais je pense par rapport à la connectivité régionale, le chemin n'est pas totalement parcouru. Parce qu'aujourd'hui, c'est un bon modèle qu'il faudra aller transposer au niveau des nouvelles places portuaires, Nador West Med, Dakhla Atlantique. Il faut qu'elle adopte depuis le démarrage les mêmes standards de Portnet, les mêmes standards des PCS comme celui de Tangemet. Également, donc, étendre le modèle Portnet pour les corridors terrestres, parce qu'un port, un aéroport, ce n'est pas uniquement un point sur une carte, mais c'est un nœud dans un réseau. Donc il y a un travail à faire au niveau du réseau ferroviaire, du réseau autoroutier, parce qu'un camion aujourd'hui qui part vers un port, la donnée, elle doit le précéder et pas le suivre. Également, donc, pour les régions, le guichet unique il doit devenir un actif territorial. C'est-à-dire qu'il permettra à chaque région de piloter ses flux logistiques à partir de la plateforme, lui permettre de chercher des gisements d'exportation et d'aller s'interconnecter au commerce mondial à armes égales. Maintenant, par rapport, revenons à la partie données. Bien sûr, il y a certainement des limitations réglementaires qui sont en place, qu'on va essayer d'aller les surmonter parce qu'à un certain moment, il faut donner aux opérateurs économiques des flashs sur les opportunités existantes en termes d'export. Il faut regarder donc en termes de mécanismes, en termes de limitations liées à la concurrence, comment faire. C'est un sujet qu'on discutait tout à l'heure avec Youssef. Et je pense qu'il y a tout un effort à déployer en termes réglementaires et en termes d'interaction publique-privée pour pouvoir arriver à cet objectif. Est-ce que ça veut dire, Erdogan Boulaiche, qu'il faut il y a un défi à la fois intérieur, territorial et territorialisé, et puis à la fois un défi extérieur? Exactement, parce qu'aujourd'hui, il y a des données qui sont considérées comme données sensibles. C'est de la compétitivité intra-opérateur et intra-région. Donc aujourd'hui, les organismes qui détiennent l'information, ils sont trop focus sur la partie réglementation, sur le dispositif de la concurrence. Et c'est un travail à faire à ce niveau. Maintenant, au niveau international également, donc c'est des réflexions qu'on est en train de mener ensemble pour pouvoir accéder à l'information qui soit pertinente pour les exploitateurs marocains. Quand on est tourné à l'export, si on prend juste l'exemple et la référence de Tangemet, c'est qu'il y a beaucoup de flux commerciaux entre le Maroc, via Tanger, vers les marchés européens, qui sont les marchés commerciaux naturels. C'est-à-dire que cette data, qui est stratégique, elle circule, elle est protégée et elle est stockée. Mais est-ce que le détenteur, en fait, c'est plutôt l'Européen avec qui nous commerçons et nous, en fait, on est plutôt le réceptionniste? C'est exactement aujourd'hui avec les plateformes de commerce extérieur ou de gestion des passages portuaires qui sont mises en place au niveau Maroc. Aujourd'hui, on peut parler d'outils de souveraineté économique aujourd'hui au niveau Maroc. On n'est pas en retard, on n'est pas dépendant de l'étranger. La data, elle est là. Maintenant, l'effort principal à mettre en place, c'est au niveau de son exploitation. C'est au niveau c'est comment rendre ces outils comme des outils de pilotage et de gouvernance économique, de vrais outils de pilotage de gouvernance économique. Ça veut dire qu'il faut nécessairement avoir hébergé la data chez nous? Oui. C'est ça. Et donc c'est l'enjeu du cloud. C'est exactement le cas aujourd'hui. C'est de la data qui est stockée au Maroc. Et si on parle de cloud, aujourd'hui, il y a de l'infrastructure qui commence à émerger au niveau national. Donc il n'y a pas de limitation sur ce sujet.
Juste parce que Youssef Haouzi voulait souhaiter prendre le micro pour dire, mais c'est déjà le cas, on héberge déjà la data. C'est le cas, en fait, toute la data relative au commerce extérieur, elle est stockée, hébergée au Maroc. Mais même les systèmes d'information qui sont utilisés, que ce soit au niveau de Portnet ou également dans tous les systèmes d'information de tous les partenaires, que ce soit Tangemed ou autres, sont des systèmes d'information qui ont été créés par la matière grise marocaine. Donc on est souverain par rapport à ces questions. Donc nous, on n'a pas vraiment à envier quoi que ce soit aux autres parce qu'on est vraiment très avancé sur ce sujet-là par rapport à ces questions. Juste par rapport à la question... Juste avant de donner et de vous laisser poursuivre, Youssef Haouzi, est-ce que pour vous, il y a un enjeu, un défi à l'avenir dans le déploiement territorial et territorialisé de Portnet, d'ailleurs combiné avec le retour d'expérience de Tangemed, de rassurer aussi et d'aller à l'encontre des acteurs économiques qui sont tournés vers l'export sur cet enjeu de data, de filtrage de la collecte, de l'analyse de la data et du stockage de la data, parce que je crois savoir qu'il y a beaucoup trop d'entreprises marocaines, notamment tournées à l'export, qui hébergent leur data à l'international. En fait, en parlant de cette question, ça c'est une réglementation que nous avons au Maroc, donc qui nous interdit de stocker nos données, on va dire sensibles, c'est-à-dire dans du cloud non souverain qui n'est pas hébergé au Maroc. Donc ça c'est quelque chose de réglementaire. Maintenant, c'est-à-dire les opérateurs économiques doivent, en fait, cette question-là, il doit être traitée en deux étapes. La première, c'est une classification des données qu'ils ont. Est-ce que cette donnée peut être stockée ou pas à l'extérieur ou pas? Donc il y a tout un process à faire. Parce que, en fait, c'est pas du tout ou rien, mais il faut combiner les deux. Il faut être un peu agile pour combiner les deux. Merci. Ahmed Ben Haddou, lui qui est acteur économique là-dessus, il y a l'enjeu data, l'enjeu collectivité, mais je voulais qu'on parle de l'enjeu business. Se dire aujourd'hui, on a un paysage, une cartographie où on a des inégalités, ça j'apprends rien à personne d'ailleurs, au niveau économique, au niveau social, au niveau spatial, par rapport à tout ce qui va se mettre en place à la lumière de cette combinaison et ce nouveau binôme Tangemed Portnet sur l'accès à l'information, de la data, de la visibilité sur les marchés extérieurs. Est-ce qu'il y a nécessité, selon vous aussi, de commencer à bien travailler nos territoires? Parce qu'effectivement, même si il faut de la collectivité, mais il faut surtout de la dynamique économique. Il est certes important parce que, pour moi, je vais aborder la question parce que là, on est en train, lorsqu'on parle de la connexion des territoires, on pense souvent à la data. Mais il y a aussi l'économie réelle, c'est qu'il faudrait connecter les territoires avec les marchés. Donc, pour moi, le développement des territoires doit aussi passer, vous l'avez dit tout à l'heure, par changer de paradigme, acteurs isolés versus écosystème organisé. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que pour connecter un territoire avec ses marchés, moi je vous donne juste un exemple, moi je suis dans le domaine de l'export des produits périssables, c'est des produits, le Maroc exporte énormément de fruits et légumes, mais utiliser spécifiquement les solutions de Tangemed exclusivement ne sont pas toujours adaptées à la réalité du marché parce que nous sommes dans un port qui va bénéficier peut-être des passages, etc. Nous avons besoin de construire nos propres moyens de connecter les marchés. La réalité économique ici, c'est que, je vous donne juste à titre d'exemple, connecter un port comme Agadir avec un port comme l'Angleterre ou les États-Unis. Ou Barcelone. Au Barcelone, on est en train de parler de 800 000 $ par départ sur une année. Vous pouvez faire le calcul. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez, et pour nous, le problème, c'est qu'on a besoin de fréquence. Donc, il faut 2-3 départs par semaine. Donc, vous avez besoin, finalement, à un certain moment, de faire une analyse financière et vous parlez business avec vos acteurs. Et c'est là où intervient cette logique de cluster, de groupement. Parce que quand vous êtes amené à négocier des lignes, moi je donne un titre d'exemple, l'année dernière, le groupe a mis en place 3 lignes sur l'Angleterre par semaine.
et 2 lignes sur l'Amérique du Nord, c'est des investissements de plus de 160 millions de dollars. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, c'est cette logique un peu d'accompagner, vous l'avez dit tout à l'heure, d'accompagner les opérateurs isolés à à mutualiser, à partager. L'information vient, bien entendu, après, mais il y a déjà la base, c'est qu'il faudrait une autre façon d'aborder la question de la connectivité, parce que la réalité économique fait que lorsque vous êtes face à lorsque tout à l'heure le cher professeur il parlait de mettre des lignes avec l'Afrique, à un certain moment il y a besoin de savoir qui va payer tout ça. Et donc il n'y a que les grands groupes qui peuvent fédérer bien sûr des PME et qui puissent élaborer ces solutions-là. Est-ce que ça veut dire, alors du coup c'est Ahmed Medhaddou, les pouvoirs publics, eux ils ont fait le job entre guillemets où ils sont en train de le faire, quoi qu'il en soit avec un vrai pilotage, est-ce que ça veut dire que du coup la responsabilité, elle est aussi, ou elle est avant tout, c'est les acteurs du secteur privé et que c'est le privé qui aujourd'hui est interpellé? Il est certes, le privé est interpellé dans sa dimension parce que l'entrepreneuriat c'est ça. Le secteur privé aujourd'hui prépare l'écosystème pour qu'il y ait émergence. Il nous aide d'ailleurs, moi je suis très content d'entendre qu'il y a aujourd'hui cette synergie entre les deux. On aimerait bien aussi que sur le domaine de la data qu'on s'ouvre sur le monde privé, mais c'est sûr qu'à la fin c'est le secteur privé qui doit aujourd'hui prendre ses responsabilités pour développer ces lignes et profiter de cette dynamique pour connecter les marchés. Avant de donner la parole à Javier Mendes, simplement, est-ce que ça peut permettre effectivement d'agréger, qu'il y ait l'agrégation des acteurs du secteur privé par territoire, par région, avec en appui effectivement de la data, le guichet unique et tout ce qui va se mettre en place avec Portnet? Est-ce que ça peut permettre, selon vous, de gagner 1 point ou 2 de PIB sur le coût du transport ou le coût logistique? Est-ce que ça c'est envisageable? C'est-à-dire aujourd'hui, en termes de coût logistique déjà, les modèles dont vous parlez, Serachid, existent déjà. À travers des groupements, par exemple, dans le domaine agricole, nous sommes un exemple déjà de groupement qui aujourd'hui met en synergie, donc ça fonctionne. C'est vrai que des interactions et des échanges supplémentaires avec Tangemed et Portnet vont nous donner encore la possibilité de proposer des solutions meilleures. Mais aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que sur le plan logistique, négocier, parce que vous savez, aujourd'hui, le commerce mondial, il est entre les mains autour de 70% de 5 compagnies maritimes. C'est une réalité économique, on est dans les alliances, et pour faire face à ces alliances-là, il faut aussi s'organiser en amont pour justement aller chercher une baisse du coût global. Une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi une notion très importante d'ailleurs qu'à travers une solution que nous développons technologique qui s'appelle FreshTrack, nous mettons en avant la notion du risque management parce qu'aujourd'hui, les coûts logistiques invisibles sont beaucoup plus importants que ce que nous voyons. Et juste à titre d'exemple, les surestars et le temps d'attente des navires aujourd'hui dans les ports marocains coûtent déjà des dizaines de centaines de millions de dollars. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait anticiper grâce à la data, grâce à des systèmes qui sont évolués. Nous, on a une contribution dans ce sens-là à travers FreshTrack, mais c'est quelque chose qui pourrait énormément aider dans la compétitivité, la réduction des coûts, comme vous avez dit, et réduire et participer bien sûr à la réduction des coûts de la logistique dans le PIB. Donc enjeu de compétitivité. Javier Mendes, sur le directeur, je rappelle, enfin, monsieur logistique du port de Barcelone, sur l'intelligence, justement au service de la compétitivité. Je vais parvenir sur les chiffres clés, les indicateurs clés du port de Barcelone qui tire l'économie, entre autres, qui est un moteur de l'économie de Catalogne, mais cette notion d'intelligence, couplée à la compétitivité. Oui. So, yeah, in the port of Barcelona, we have our own single window. In fact, it was one of the pioneer single windows in whole Europe. It was built in 1999, so 27 years already. And it started like simply to remove paper
from the administration and from all the procedures and exchange of documentations. Later on, it evolved into connecting the whole port ecosystem, all the stakeholders, administrations, entities, and so on. And nowadays, we evolved into a third generation. And nowadays, we use all the data that we gather, because having data just for the sake of having a million of data points means nothing unless you put this data into some good use for the port community. So at the beginning, the port community was quite skeptic, I would say, or reluctant to adopt our single window, Portic, because they thought, okay, these guys are asking us for transparency, for our most sensitive information, and I don't know if they are going to share this information with my competition, for example. But nowadays, thanks to Portic, which is not owned solely by the Port of Barcelona, it was in fact a joint venture, or it is a joint venture between Port of Barcelona, some banks, the Chamber of Commerce, and the whole port ecosystem. And that's the thing that gave trust to the stakeholders and the port actors to share this information. Nowadays, they don't use Portic just as a system to exchange information, but they are pushing us to develop new tools using the data that we manage, thanks to the data that they provide to us, to create some applications. For example, we have the container tracking application, so all stakeholders, they know perfectly at the very right moment what's the state of each container passing through the port. So they can anticipate or they can foresee when the transportation company will have to come to the port to pick up the container, for example. We also have this waiting time platform where these transportation companies, they can check what's the most efficient or the best time to come to the port to pick up the container, so they can see the waiting times at each terminal. Also, we have in Barcelona one semi-automated terminal from Hutchison Ports. The operating system connects with our port community system. So again, all the actors, they have the visibility on what's the container doing, at what stage are all the processes and so on. Then also, talking about the data intelligence, we have a service to the port community, to the actors, for market intelligence. So we have a very good relation with the customs. Obviously, we exchange a lot of information, and customs in turn, they give us very good information that we couldn't get otherwise. And we use this information, obviously, treated always in a very confidential way, to give some insights on the market, on the different traffics, the different opportunities to the port stakeholders. We also have, for example, the express procedure for short sea shipping, and it was very well enforced or put into practice back during COVID. We had a regular line between Tanger and Barcelona, rural line from Suardiaz. And thanks to this procedure, they were able to do all the customs clearance or to start all the procedures at the very same time that the ship departed from Tanger. So they had like 35 hours to process all the information, and at the time the ship arrived to Barcelona, customs already gave a channel, green light, yellow or red. So if it was green, the truck could immediately drive out of the ship and proceed to Central Market or to France and so. And if in case
barely happened, but in case there were like red lights, all the agents and the cargo consignee, they were able to anticipate this and process or do all the paperwork to place the truck or the container into the scanner, to go to the border inspection point, and so on. So yeah, this is really important. And also, we see resiliency as having a redundancy in our systems. And yeah, in case we had like an attack, for example, we are able to get back the system in less than 2 hours without no data loss. And another thing that is very, very important is to have not only this data governance to make a clear and transparent and fair or neutral playground to all stakeholders, but also the interoperability of this data, meaning that we have Portic, our own single window, but then ports of the state, Puertos del Estado, they have their own, which is a national entity. Our single window connects or can talk perfectly with the national single window. It's called a DUE port. And for example, in case with Tanger, for example, or other ports from ANP, there was, imagine there is an attack from our side and we get data loss. Since our systems are standard, we can retrieve data, for example, from Tanger or from ANP, from Portnet, and therefore we protect, let's say, the data and the exchange of the information. Yeah. Merci. Xavier, peut-être sur ces enjeux d'intelligence collective au service de la compétitivité. On a parlé beaucoup de data, de cet enjeu de levier de la digitalisation sur la compétitivité, cet enjeu d'intelligence. Sur la data, pour l'Afrique subsaharienne, pour moi, c'est encore plus prégnant, dans le sens qu'un chemin critique. Au bout du bout, une supply chain, ça se termine par un délai de livraison à un client. Et sur le délai de livraison, vous combinez un délai de livraison physique avec des opérations physiques de transport, de stockage diverses, et également les opérations administratives qui vont derrière. Et donc, ce qui est important, c'est le chemin critique. Qu'est-ce qui est le chemin critique? La somme des chemins physiques ou la partie administrative? En Afrique subsaharienne, le plus souvent, c'est la partie administrative. Je reviens sur le point de Ahmed. Un exemple, par exemple, tout simple, hein, pour aller de Shanghai à N'Djamena, là, donc un pays enclavé, vous allez mettre autant de temps pour arriver de Shanghai à Douala que pour monter de Douala à N'Djamena. Et ça, pas pour des raisons principalement administratives. Donc la digitalisation qui peut être, par exemple, vue de l'Europe comme un peu un sujet d'asymptote, hein, on va gagner quelques pourcents sur des lead time. Quand on va prendre l'Afrique subsaharienne, on va pouvoir taper dans 30-40% des lead time avec une digitalisation documentaire bien faite. Est-ce que, voilà, c'est ce point-là. Merci. Youssef Haouzi, peut-être micro, vous avez... on pourra avoir une date, un target sur cette fusion, enfin je ne vais pas dire cette fusion, mais en tout cas ces fiançailles et ce mariage entre le Portnet SA et Tangemet, comme ça, ceux qui sont là sont les premiers privilégiés de pouvoir bénéficier de cette data, notamment aussi les acteurs économiques. Bien sûr. En fait, c'est dans les jours à venir. Donc, il y aura une annonce dans quelques jours par rapport à tout ça. Donc, je ne vais pas trop en parler pour laisser un peu plus de suspense pour les opérateurs, mais c'est quelque chose d'important pour nous parce que ça va ouvrir une nouvelle ère pour la digitalisation du commerce extérieur au Maroc. Comme j'ai dit, c'est en fait une nouvelle ère pas uniquement pour la partie data ou intelligence économique, mais également une intégration en fait régionale. Que ce soit en Europe, mais également en Afrique. Et je veux rebondir à ce qu'avait dit François tout à l'heure par rapport à ça.
pour mettre une autre casquette. Parce que au niveau de Portnet, on travaille également avec nos confrères dans des guichets uniques africains. Vous êtes membre de l'Alliance des guichets uniques africains. Exactement. Et une des initiatives, c'est en fait l'échange d'informations entre guichets uniques et douanes à l'échelle africaine. Donc l'année dernière, on a fait en fait plusieurs pilotes dans ce sens-là. Un des pilotes lequel j'ai participé physiquement, c'était entre Dakar et le Mali, où un camion est parti de Dakar avec une documentation digitale sur une plateforme, donc certificat d'origine, facture, un ensemble d'informations. Et au niveau de la frontière au Mali, les douaniers maliens ont utilisé une tablette, une application qui a été développée par cette alliance pour vérifier les documentations et permettre le passage de ce camion. Ces pilotes, ça permet de voir un peu comment on peut s'intégrer entre différents acteurs pour permettre en fait une fluidification au niveau de ces frontières. Juste pour information, en fait, le même camion, quand il apporte ses documents physiques, la première chose c'est-à-dire il y a une vérification qui est faite au niveau de ces frontières. On les remet en cause, on dit que c'est falsifié. Avec ce digital, en fait, le système va vous donner directement sur la tablette du douanier les informations. Ça va permettre de simplifier les procédures, de fluidifier au niveau de ces frontières. C'est ce qu'on veut faire partout. Et je pense avec cette consolidation au niveau du Maroc par rapport à cette question en fait, de digitalisation, ce socle qui est en train d'être construit, ça permet également d'avoir une vraie, on va dire, opportunité dans ce sens-là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi, parce que des fois on l'occulte, mais apparemment, a priori c'est extrêmement stratégique, d'asseoir une confiance numérique aussi? C'est-à-dire effectivement ce partage d'informations, même entre pays intra-africains, on voit que Je pense déjà par rapport à la confiance, on va dire, au Maroc, cette confiance a été construite à travers en fait toutes ces initiatives qui ont été menées avec les différents partenaires, que ce soit Tangémet dans son périmètre et également Portnet. Maintenant, cette confiance est là. Maintenant, cette confiance-là va transformer une vraie valeur ajoutée pour les opérateurs économiques au Maroc, mais également se greffer dans ces différentes initiatives, que ce soit au niveau de la SDECAF ou au niveau d'autres initiatives internationales, pour se greffer à cet écosystème international. Donc c'est ce qui est important et je pense que ce qui va apporter plus de valeur ajoutée à nos opérateurs économiques. Je vais retenter avec Redouane Boulaïch parce qu'effectivement Youssef Haouzi n'a pas voulu forcément être très précis dans sa réponse sur le target de l'officialisation de ce mariage, en tout cas d'une nouvelle plateforme de dématérialisation au service des acteurs publics, mais des acteurs privés essentiellement tournés vers les marchés extérieurs. Alors, je ne sais pas, vous allez me donner une date, vous dites comme Youssef Haouzi, bon, on verra dans les prochains jours, voire ça peut être les prochaines semaines, l'Aïd qui arrive, est-ce que ça peut être avant, est-ce que ça peut être après? Non, c'est une question de jour et c'est une question qui est confirmée, donc il n'y a pas de spéculation sur le sujet. Juste, il faut savoir, par rapport à cette synergie, la plateforme Portnet elle existe depuis longtemps. Et il continuera à jouer son rôle de catalyseur du commerce extérieur. Mais aujourd'hui, nos ambitions sont... Nous avons d'autres ambitions sur lesquelles on va travailler conjointement. Donc certainement aujourd'hui, par rapport à la contribution de la plateforme Guichet Unique Commerce Extérieur sur la compétitivité prix pour l'exportateur marocain, en intégrant des algorithmes de prédictibilité par rapport aux opérations d'export. Également, on est en train de réfléchir à des modèles de jumeaux numériques, c'est des réplications virtuelles des corridors logistiques pour faire des simulations sur la congestion, sur les événements de crise et qui seront bien sûr des résultats qui seront disponibles pour l'opérateur économique. On parle également de la partie IA générative. Ils ont déjà commencé avec Tijeri IA. Aujourd'hui, on regarde un exportateur d'Orange qui demande à la plateforme les procédures d'export des oranges aux Pays-Bas. Donc on reçoit des informations précises, on reçoit des documents pré-remplis et le Maroc il pourra être pionnier dans ce domaine. Également, donc aujourd'hui, par rapport à la logistique verte data-driven,
La décarbonation devient aujourd'hui un impératif commercial plus qu'environnemental. Et les donneurs d'ordre européens, donc, ils commencent à exiger la mesure de l'empreinte carbone. Et c'est des données qui existent dans des plateformes telles que Portnet qui vont permettre de mesurer cette empreinte et de protéger par conséquent l'exportation marocaine. C'est-à-dire le grammage de l'empreinte de CO2, on appelle ça la grappe, je crois que c'est les spécialistes des experts, sera mesurable et sera disponible au niveau du guichet unique d'information. Effectivement, nous avons déjà commencé le travail au niveau du Port Community System par rapport à l'empreinte carbone au niveau portuaire. Maintenant, c'est à grande échelle, c'est au niveau de la data du commerce extérieur national et qui sera au profit de l'opérateur économique. Je crois que c'est effectif, ça va démarrer en juin prochain, non, la taxe carbone, la barrière aux frontières et le calcul en fait de la présence de CO2 sur le kilowattheure qui a permis de produire de l'agrume, de la tomate ou de l'orange. Est-ce qu'il y a cet échéancier qui est là ou pas forcément? J'ai pas trop de détails par rapport au sujet. Je sais pas si non, mais c'est important de... Oui, peut-être... C'est-à-dire que, en fait, nous avons les barrières, nous avons deux directives européennes. Nous avons la première directive européenne qui est rentrée en vigueur à partir de 2025 pour le secteur maritime et qui va démarrer en 2028 pour le transport routier. Et nous avons un autre mécanisme qui démarre le 1er janvier 2027. Alors, cette première directive impose à toutes les sociétés importatrices européennes de déclarer leur bilan carbone, y compris pour les importations. Donc le Maroc il est concerné. Mais à partir du 1er janvier 2026, nous avons ce qu'on appelle, on a un nouveau mécanisme, c'est le CBAM. En fait, c'est un Carbon Border Adjustment System. C'est un mécanisme de calcul d'une taxe à l'entrée du territoire européen. Et ça va démarrer à partir de 2027. Et c'est un enjeu important pour nous. Il y aura un partage de data entre importateurs et exportateurs sur cette donnée-là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de déclarer votre bilan carbone et vous êtes obligé de payer aussi une taxe sur toutes les expéditions que vous allez envoyer. Dans le domaine maritime, ça a démarré à partir de 2025. C'est ce qu'on appelle l'ETS. Et cet ETS-là, pour donner une idée, c'est environ 100 à 200 $ par conteneur, ce qui est quand même important pour un exportateur. Surtout en termes d'enjeu de compétitivité. Merci. Youssef Haouzi, peut-être pour un dernier mot pour conclure, parce qu'on va donner la parole à la salle pour des questions-réponses, puisqu'on a une audience très attentive. Oui. Oui, Xavier, je vais profiter de la tribune, là où on a parlé donc connectivité régionale, et aujourd'hui il y a une opportunité extraordinaire pour les hubs régionaux comme MedHub, et puis j'avais cité Abidjan et Leki, c'est qu'en supply chain, là je vais reprendre un peu ma casquette de prof, là, en supply chain, l'ennemi c'est la variabilité. Donc il y a la variabilité connue au niveau du produit, il faut que le produit soit parfait, donc on a la qualité totale. Ça, attention, avec les variantes à l'heure actuelle, les produits, les techniques de lean, etc. sont un petit peu plus difficiles à mettre en place. Après, on parle toujours de la variabilité de la demande, hein, les prévisions, etc. Ok, ça existe, hein, et les stocks montent quand on a de la variabilité de demande, mais on oublie souvent la variabilité des temps d'appro. Et la variabilité des temps d'appro sur des calculs de stock, c'est un facteur 5 à la même magnitude que la variabilité des prévisions. Et là, je vous donne juste en maritime, quand vous faites du porte-à-porte en maritime, les meilleures compagnies, sur leur schedule, elles tiennent 70% de leur lead time. Et la moyenne, c'est 50%. Et ça peut descendre à 30%. Et donc, à partir de là, il y a une opportunité terrible pour les hubs africains. Je vais vous donner un exemple très concret de rapprocher les stocks, parce que plus vous diminuez le temps physique, et donc en rapprochant en Afrique sur des hubs panafricains la marchandise, plus cette variabilité, vous allez vous attaquer à un montant qui est faible. Alors, je vais vous donner un exemple. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a un projet qui
qui échouait depuis 10 ans, mais grâce à l'opportunité de la crise actuelle, parce que la variabilité, je ne fais pas le schéma, je fais tous les bateaux qui passent par Cap Bonne-Espérance pour éviter Hormuz, etc. Donc aujourd'hui, il y avait vraiment ce sujet-là, et il y a des sujets qui ont été retoqués il y a 10 ans, qui sont passés là. Caterpillar, donc secteur minier africain clé, pour leurs pièces détachées et de la réparation, tout ça, c'était fait complètement dans des zones lointaines. Là, il y a un projet, ça s'appelle Nimba en Côte d'Ivoire. Je vous invite à aller voir, où pour la première fois, le centre de réparation et de pièces détachées est en Côte d'Ivoire pour alimenter toute la région. Et ça, c'est une opportunité, parce que ce projet-là, sans ces sujets de variabilité aujourd'hui dus à la crise permanente où il n'aurait pas atterri, ce projet-là. Donc je donnais ça pour Medob et les autres candidats. Formidable opportunité, dans toute crise, il y a des opportunités, d'aller chercher des sujets comme ça pour faire du régional, de intra-Afrique, à partir des champions des hubs régionaux. Parfait, merci Xavier. Peut-être, je voulais, Youssef Haouzi, par rapport à ce que a développé l'acteur économique, c'est Ahmed Ben Haddo, et ça peut intéresser effectivement la salle aussi, ces enjeux de données, kilowattheures, taxes carbone, qui vont se déployer progressivement, Portnet, guichet unique, le partage d'informations là-dessus, l'accès et le partage d'ailleurs. En fait, juste pour partager avec la salle, en fait, ce travail-là a été mené avec nos amis de Tangemed sur plusieurs mois, en fait, pour imaginer un peu l'avenir. Il y a plusieurs axes sur lesquels on veut travailler, cette data d'intelligence économique, mais également un des axes sur lesquels où on voit vraiment quelque chose d'important, c'est d'accompagner en fait les opérateurs économiques dans cette question de réglementation internationale, notamment ce qui est empreinte carbone pour l'Europe. Donc c'est un des axes sur lesquels on veut travailler, et il y a, je pense, beaucoup de choses qui peuvent se faire dans ce sens-là. En fait, il y a une expertise et une expérience déjà faite au niveau de Tangemed. L'objectif, c'est un peu de la démocratiser également pour les autres territoires et pour les autres opérateurs économiques. Donc c'est ça l'objectif. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à nos panélistes, parce qu'ils vont encore un petit peu souffrir le dernier kilomètre, comme on dit en logistique, c'est pas encore fini. Donc avec des questions-réponses avec, s'il vous plaît, micro pour la salle. Oui, on va vous amener un micro. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous remercie, c'est Rachid, de me donner la parole. Moi, je me nomme Jawad Idrissi, je suis conseiller en investissement et je profite de cette occasion pour déclarer un peu aux panélistes et à la salle que nous sommes en train de structurer une plateforme industrielle et logistique à Dakhla sur 500 hectares et que je me mets à la disposition des gens présents, de l'auditoire et des panélistes pour leur donner des explications. Et j'invite tous ceux qui veulent venir s'installer chez nous très prochainement à profiter de ma présence. Je me mets à leur disposition. Donc ceci était une invitation, pas forcément une question. Est-ce qu'il y a... Oui, s'il vous plaît, il y a des... Monsieur, là... Ou, peu importe, là, il y a le micro. De toute façon, c'est les micro-baladeurs qui vont se balader, donc allez-y. N'hésitez surtout pas. Bonjour, Bonjour. merci à l'ensemble des panélistes pour la présentation. Je présente M. Mohamed Ouari, je suis enseignant-chercheur en logistique. Et donc, je suis ravi de retrouver en fait... Juste s'il vous plaît, on vous entend pas très bien. Là, c'est mieux. Voilà, parfait, merci. Oui, d'accord. Je remercie les panélistes pour la qualité des présentations. Donc, je me présentais, je suis enseignant-chercheur, consultant formateur en logistique. Et donc, moi, j'ai une question en fait par rapport à ce qui a été développé sur l'accélération du volet informatique, digitalisation. Et de l'autre côté, on peut-être un manque de maturité de certains opérateurs privés sur la logistique purement industrielle. Donc ma question est comment assurer une adéquation en fait entre ce que proposent les services de l'État par rapport au niveau de difficulté que peuvent avoir un tissu de PME. On a vu un opérateur en fait qui expliquait que les gros donneurs d'ordre ont plutôt les moyens de pouvoir être des catalyseurs, mais est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettraient à certaines PME d'être mieux accompagnées par rapport à l'ensemble des initiatives qui ont été présentées? Merci à vous pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, s'il vous plaît, madame. Et ensuite, on revient pour les réponses.
Alors bonjour à tous, Bonjour. merci pour vos interventions. Je réponds au nom de Elena Imangoyi. Et ma question est la suivante. Comment est-ce que le guichet unique va améliorer la performance des acteurs portuaires, sachant que vous avez mentionné tout à l'heure qu'aujourd'hui, le fonctionnement général des ports ne se résume plus à l'aspect opérationnel? Merci à vous. On va tout de suite, juste pour enchaîner et maintenir la dynamique, avoir peut-être Youssef Haouzi sur la question posée par madame. Malheureusement, je n'ai pas retenu ni son nom, ni son... Elena, je retiendrai Elena, le petit nom, sur comment le guichet unique peut effectivement être un effet de levier en matière de compétitivité pour les entreprises. En fait, au niveau d'un port, il faut une coopération accrue de tous les parties prenantes. Donc, importer ou exporter un conteneur à travers le port nécessite en fait le concours de plusieurs acteurs. Donc, il y a plusieurs outils au niveau d'un port qui permettent cette coordination. Il y a le PCS pour toute la partie logistique, mais il y a également un guichet unique qui doit également fournir une capacité de coordonner entre les différentes administrations et les différents, on va dire, organismes de contrôle au niveau d'un port. Donc le guichet unique est vraiment très important pour améliorer, pour réduire les délais et améliorer la performance en fait dans ce maillon très critique. Et ça permet également d'augmenter la performance au niveau du port parce que tant que la marchandise transite d'une façon, on va dire, plus rapide dans le port, plus le port est compétitif, plus le port est utilisé à sa propre fonction qui est le transit en fait des marchandises. Revenons à la question en fait du monsieur, en fait c'est le cheval de bataille qu'on doit mener en fait. Parce que les grands opérateurs, ils ont les moyens de recruter des gens qui vont faire c'est-à-dire des opérations et d'avoir leur propre système, d'être interconnectés et déconnectés. Maintenant, il faudrait qu'on démocratise un peu l'accès à ces outils-là, à tous les opérateurs. D'où c'est-à-dire le travail qu'on essaye de faire, de transformer ce guichet unique-là, pas en c'est-à-dire un outil, on va dire, vraiment dédié à des grands opérateurs ou des opérateurs moyens, mais également un accompagnateur, on va dire un assistant pour les opérateurs économiques, notamment les petites et moyennes entreprises, pour leur permettre de grandir et de créer plus de richesses. En s'appuyant sur les confédérations, les fédérations existantes. Bien sûr. Est-ce qu'il y a... Oui, s'il vous plaît. Là. Derrière également. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça vous dérange pas de vous lever? Ah oui, oui. Ouais, en plus, comme ça, votre voix va mieux porter d'ailleurs. Oui, oui. Donc face à la montée de tension des géopolitiques dernières, sur le détroit d'Ormuz, est-ce que le guichet unique peut jouer un rôle de catalyseur et de résilience? C'est-à-dire guichet unique, catalyseur face au détroit d'Ormuz qui est bloqué, surbloqué. Non, pour l'ensemble des tensions géopolitiques qu'on peut avoir dernièrement. Parfait. Voilà. Donc vous aurez des réponses ou en tout cas des éléments de réponse. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Hop, voilà. Bien levé. Bonjour, Bonjour. Benjid Halim, je suis professionnel de la supply chain. Donc ma question serait un petit peu transversale. Hein. Donc nous avons Portnet qui nous a supporté pendant une vingtaine d'années sur tout ce qui est numérique comme étant une plateforme avant-gardiste au niveau africain et même qui concurrence un petit peu le monde européen et le monde de l'Occident. Nous avons aussi une stratégie qui est très avant-gardiste chez Tangemet pour la prédiction et pour, comme a dit Serdouane, l'information doit avancer le flux physique. C'est-à-dire elle doit devancer. Voilà, devancer le flux physique et non pas arriver un peu plus en retard. Mais il y a les enjeux qui sont économiques chez l'opérateur économique pour la visibilité de la donnée. Et non seulement ça, parce que nous avons parlé de la gouvernance de la donnée en termes de son intégrité et en termes de cybersécurité, etc. Nous avons parlé de la donnée en termes de gouvernance, en termes de propriété de la donnée, mais la donnée en tant que gouvernance de décision, je crois, entre les différents opérateurs aux parties prenantes qui sont dans ce système, notamment la douane, l'ONSA et l'opérateur économique, tous les intervenants dans cette plateforme. Comment peut-on, comment on a prévu de gérer cette gouvernance de la décision pour avancer plus vite? Parce que numériser parfois, l'indicateur est devant toi, il est en rouge, mais qui prend la décision? Et je crois que le benchmark de M. Mendez au niveau
Barcelone, avoir les green lights, avoir un certain nombre de couloirs de management, c'est un benchmark. Qu'est-ce que nous avons prévu dans ce sens au niveau de notre mutualisation système. et convergence, Voilà. si j'ai bien Partage compris. surtout et prise de décision. Parfait. Est-ce qu'il y a une troisième question? Oui, c'est juste derrière, s'il vous plaît, merci. Bonjour, Mohamed Bouhrak, armateur. Alors effectivement, le guichet unique et la digitalisation... Vous pouvez juste vous rapprocher du micro, merci. Effectivement, le guichet unique et la digitalisation, ils ont des effets très positifs sur la fluidité des opérations au port. Mais on se demande, est-ce que c'est bien fait? Ils sont... Est-ce que, pardon, je vous entends pas très bien, moi. Je pense que peut-être les panélistes vous entendent pas aussi. Allô. Très bien. Non, rapprochez-vous simplement du micro. N'ayez pas peur du micro. Alors, comme je disais, le guichet unique et la digitalisation, ils ont des bienfaits assez importants sur la fluidité des activités portuaires. Mais on se demande, est-ce que ces bienfaits ne sont pas plafonnés par l'infrastructure des ports? Parce qu'on remarque qu'il y a de la congestion dans beaucoup de ports marocains. Et on se demande, est-ce que cette digitalisation et ce guichet unique, ils sont arrivés à un certain degré où l'infrastructure est en train, en quelque sorte, de limiter les bienfaits de cette digitalisation. Par exemple, les postes à quai, les espaces de stockage, les moyens de manutention, ils doivent aussi suivre parce qu'à un certain niveau, ça ne suit pas. Ok, très bien. Donc on va revenir peut-être qui s'y frotte. Oui, Redouane Boulaïch, vous avez un micro. Je répondrai à la dernière question. Il faut savoir qu'une infrastructure portuaire ne peut pas s'étendre indéfiniment. Donc, il y a des limites. Et le digital, c'est un levier majeur d'optimisation pour les opérations portuaires. On donne juste un exemple. J'ai cité l'exemple de Tangemed avec 1300 mégaporte-conteneurs accueillis en 2025. Il faut savoir que chaque heure de retard, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars pour l'armateur. Et ça a un effet de... Ça se diffuse en cascade jusqu'à l'exportateur final. C'est lui qui va supporter le coût. Avec l'introduction d'algorithmes d'optimisation, combiner les données de l'AIS, de la météo, de la planification d'escale, planification des quais. Donc on peut optimiser la durée d'escale, optimiser l'affectation des quais et optimiser par conséquence la durée d'escale. Et ça a un effet majeur pour la compétitivité de nos exportations. Également pour les camions de tir, donc sachant qu'il faut savoir que traiter 535 000 camions par an, si on regarde d'une manière isolée l'infrastructure portuaire, on peut dire que c'est impossible de traiter Donc sans algorithme aujourd'hui de prédictibilité, de prévisibilité pour l'exportateur, pour pouvoir fournir des créneaux optimisés, on aura du goulot d'étranglement et ça va être difficile de lisser le trafic. Donc le digital, c'est un levier, entre autres, pour pouvoir optimiser les opérations portuaires. Mais les limitations de l'infrastructure, on ne peut pas toujours continuer à étendre. Il y a toujours des limites. Je ne sais pas si vous voulez garder le micro par rapport à la question qui a été posée sur le digital, la data filtrée, propre, comme on dit dans le jargon, parce qu'il y a la data qui est sale aussi, au service de la prise de décision et surtout la mise en place d'une convergence réelle des différents acteurs du secteur, citer la douane ou d'autres acteurs en tout cas qui sont partie prenante pour une meilleure convergence, du coup plus de fluidité et plus d'efficacité au service de l'acteur économique. Voilà, donc sincèrement, donc le cadre de la synergie, cette question de gouvernance de la data ne va pas être traitée directement entre Tangemed, Portnet et l'ANP. Donc on va associer tous les acteurs parce qu'il y a de la data qui est détenue par la douane, il y a de la data des opérateurs privés. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve l'équilibre pour pouvoir parler d'une vraie intelligence économique basée sur la data, mais toujours en conformité avec la loi, avec les éléments liés à la concurrence. Donc c'est un chantier ouvert. Mais il y a nécessité de faire converger les différents acteurs. Je crois que c'est un peu la question sous-tendue par monsieur derrière, se dire voilà, effectivement, même si on a l'infrastructure numérique, on a l'infrastructure digitale, on a accès à l'information, mais on a aussi des bateaux qui ont du mal à accoster. Et du coup, ça porte un préjudice aussi sur Estari, qui se chiffre à des dizaines de millions, ne serait-ce que
on va dire dirhams pour pas se faire mal, ne pas dire de dollars, se dire il y a quand même l'humain qui est important et la convergence des acteurs. Alors, si je parle du canton Gémet, tous les efforts aujourd'hui sur la partie escale donc, sont majoritairement basés sur le digital. Aujourd'hui, on a mis en place les algorithmes de prédiction, les algorithmes de gestion des priorités des navires. On se conforme aux normes internationales en termes de just-in-time, mais toujours basé sur la data. Maintenant, sur les autres ports, donc, il y a d'autres contraintes. Sur la question qui a été posée par monsieur, je n'ai pas retenu le nom. Simon, voilà, peut-être je passais peut-être Youssef Haouzi, se dire effectivement on a cette situation depuis... Je vais juste rebondir par rapport à cette question déjà. Ah oui, mais monsieur, allez-y. La première chose, c'est qu'il faut imaginer... Ce micro, s'il vous plaît, merci. Il faut imaginer, comment ce serait l'état en fait au niveau de nos ports s'il n'y avait pas cette question digitale qui a été traitée depuis plusieurs années maintenant, depuis les années 2000. Parce que en fait, la capacité de nos ports c'est-à-dire physique, est la même. Maintenant, si on arrive à diminuer le délai de séjour, diminuer le temps de traitement d'un navire, ça permet d'augmenter la capacité de l'infrastructure elle-même. Donc, c'est une question vraiment primordiale. Donc, travailler sur le digital, sur ces algorithmes. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur ces questions-là, mais maintenant, il faut aller, je pense, de l'avant avec l'intelligence artificielle pour aller encore chercher plus de performance dans ces domaines-là. Par rapport à cette question, c'est en fait la souveraineté qui est importante, parce que ces conflits-là, c'est cyclique, c'est des choses qui vont se passer maintenant, ils vont se passer après. Maintenant, l'enseignement, c'est qu'il faut toujours compter sur soi-même et avoir de la souveraineté, surtout sur la data, sur les infrastructures, sur les infrastructures numériques, pour pouvoir être à l'abri de tout on va dire, c'est-à-dire incident ou autre qui soit extérieur à notre volonté. Donc c'est ça. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Je pense qu'on a fait le tour, oui. Par rapport à la donnée, un dernier point, c'est que parler de décision, la supply chain, c'est prendre des décisions tout le temps. Les boîtes doivent avoir 100, 200, 300 décisions par jour. Et aujourd'hui, pour revenir au sujet des compagnies maritimes, je sais par exemple qu'une compagnie comme CMA, CGM, aujourd'hui, dans l'intégration de modèles d'IA par rapport à des décisions à prendre pour des reroutings, etc., doit faire confiance à de la donnée pour venir tester des scénarios alternatifs. Et là encore, la disponibilité, les gens qui donneront la donnée la plus fiable et la plus disponible en temps réel donneront des chances à leur écosystème de prendre le pas sur d'autres en compétitivité internationale. Merci à vous, merci Xavier, merci Javier. Oui, un dernier mot, bien sûr, Javier Mendes. Just to finish, I would like to add, we've been talking about data governance, interoperability, and so on, data exchange, decision making. I think even nowadays, currently, the technology is already existing to make most of the logistics automatic, to take decisions by itself. I mean, we have Internet of Things sensors, we have AI, we have, I don't know, with Starlink, we have worldwide connectivity, right? And me, myself, I've been a seafarer. Making ships to sail autonomously is really easy. And I think logistics will be, in some time, partially automated, that's for sure. What technology and AI wouldn't be able to replace is this, right? Having people get together, learn from each other, and having these forums where we exchange these ideas. And thank you for organizing this lovely round table and conference. Merci, surtout thank you for you. Je pense qu'on peut les applaudir. On peut applaudir Youssef Haouzi, Erdogan Boulaïch, Ahmed Ben Haddou, Javier, qui a pris la parole, Mendes, qui est aussi fier d'être champion d'Espagne avec le Barça, parce qu'il n'est pas que spécialiste en logistique au port de Barcelone. Et merci également à Xavier Personic. Merci à vous d'avoir, j'espère que ça vous êtes enrichi par rapport à toutes ces prises de parole, retours d'expérience et croisements d'expertise.
Vous dire simplement que le ministre secrétaire d'État Omar Hajera est en route. Il a pris la route de Rabat, donc il va nous retrouver dans quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Donc il y a un léger décalage par rapport à ce qui est prévu. Ce que je vous propose, et en tout cas je vous invite on va se retrouver ici dans le temps qu'il arrive. Je ne peux pas prendre d'engagement. C'est un peu comme au niveau de l'horloge de la supply chain. Prendre des engagements et ne pas pouvoir les respecter, ça peut coûter cher. Donc je ne prendrai pas d'engagement en termes d'arrivée du secrétaire d'État sur Restari, effectivement, du secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, M. Omar Hajera. Mais en tout cas, la promesse et l'engagement que je peux prendre, c'est qu'on se retrouvera ici dès qu'il sera arrivé à Logismed. Merci à vous.